nombre de personnalités se sont révélées dans le fracas des armes et des foules agitées aux comportements imprévisibles, d'autres se sont quant à elles illustrées dans le silence tendu des assemblées, des chambres aux ambiances feutrées, à l'issue de joutes verbales passionnées dans l'affrontement des idées. C'est dans cette seconde arène, faite de mots, de principes et pour cet épisode de cartes dépliées sur des tables encombrées de papier que Jacques-Guillaume Touré a livré l'un des combats les plus décisifs de la Révolution française, la fondation des départements de France. Une destinée exceptionnelle et méconnue que je vous propose de découvrir à travers ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Son histoire débute le 30 avril 1746 à Pont-l'Évêque, au cœur d'une Normandie pittoresque mais non pas moins prospère. Il est le fils de Guillaume Touré, homme de rang puisque notaire royal à Pont-l'Évêque et plus tard trésorier des guerres, ainsi que de sa mère, Marie Saint-Domingue. Touré grandit sous le règne du roi Louis XV, considéré comme l'une des apogées de l'architecture française, l'âge d'or des arts décoratifs, et dans un État divisé non pas en régions, ni en départements, mais en provinces, avec des privilèges fiscaux et juridiques différents, fruits de l'histoire, au point que pouvions-nous même entendre par-ci et par-là que traverser le royaume revenait bien souvent à changer de loi comme on change de paysage. Sensible aux questions du droit, c'est dans ce domaine qu'il se forma longuement et aiguisa sa connaissance pour finalement prendre son envol en 1773, année durant laquelle il fit son entrée au Parlement de Normandie, aussi appelé de Rouen, en tant qu'avocat à l'âge de 27 ans. Alors, ces parlements de province, ce ne sont pas des petites institutions. Non, pas du tout. Il y avait des parlements en Normandie, à Toulouse, de Bordeaux ou encore de Bretagne, et ils constituaient de véritables cours de justice souveraines, rendant jugement au nom du roi de France et chargés d'enregistrer les édits royaux, tout en jouissant d'un droit d'expression, dit de remontrance, si certains textes s'opposaient aux coutumes locales. Et dans son contexte d'arrivée au Parlement de Normandie, il y a eu du tumulte avec ces parlements, puisqu'à la fin de l'Ancien Régime, ces chambres prirent aux yeux de certains l'allure d'instances d'opposition à l'absolutisme royal, conduisant Louis XV et son chancelier Maupeon à mener une véritable réforme judiciaire en 1771, donc 2 ans avant que Touré arrive au Parlement. Sauf que cette réforme, elle prit l'allure d'un coup d'État, pour certains, appliqué sévèrement, il est vrai, par l'arrestation et la démission forcée de parlementaires, songeons à ceux de Paris, qui furent même exilés. Ce fut une sacrée affaire. Le Parlement de Normandie, quant à lui, s'est retrouvé divisé en 2 cours, l'une de justice supérieure à Bayeux et l'une à Rouen, ce qui en réalité a affaibli cette chambre. Et c'est donc dans ce contexte que Touré intégra cette institution, laissant la porte ouverte à des prises de position plus radicales dans les années à venir. Toutefois, entre ces murs et malgré ce tumulte, Jacques-Guillaume fit ses preuves et se tailla une solide réputation d'homme au travail rigoureux, fin connaisseur du droit et surtout doté d'une prestance orale distinguée, le conduisant à se positionner comme une personnalité majeure des 2 cours, soutenue par d'influents membres, citons Jean-Pierre Prosper Godard de Bellebeuf, le procureur général au Parlement de Normandie, ou encore Louis Lepec de La Cloture, docteur professeur en médecine, inspecteur royal de santé. Bref, retenez surtout qu'il se fait connaître en 1787 en publiant un rapport très remarqué sur l'état de sa province, dans laquelle il relève ô combien la fragmentation territoriale nourrit l'injustice, l'incompréhension, mais aussi l'arbitraire, laissant déjà transparaître son adhésion à l'idée que l'égalité proclamée par les philosophes des Lumières resterait lettre morte tant que le territoire lui-même ne soit pas réorganisé selon des principes rationnels et communs à tous. De la plume
à l'action. C'est ainsi qu'il épousa la cause révolutionnaire, en participant dès 1788 à l'agitation du pays, en étant l'un des leaders de la révolte de la municipalité de Rouen contre le Parlement de Normandie. Tourret s'active, il harangue la foule, contribue à la rédaction des cahiers de doléances et, au bout des comptes, se trouve élu député du tiers-État de Rouen aux États généraux de 1789, désormais cap sur Versailles. Et en arrivant dans la salle des États, face à un pouvoir royal en quête d'un nouveau souffle, sans doute n'avait-il pas idée de la tournure des événements. L'histoire, vous la connaissez. Par une suite de malheureux événements, la figure du roi de France se trouva contestée et l'administration royale vivement critiquée, au point même qu'une assemblée nationale constituante finisse par se rassembler afin d'adopter une nouvelle constitution, celle de la première République naissante. Et dans ce tumulte, mêlant hystérie générale aux quatre coins du pays, mouvements de foule et fusillades, vacances du pouvoir et menaces d'invasion par les armées des cours européennes, Tourret, proche de la mouvance dite des Girondins, refusa à maintes reprises de prendre la présidence de la première assemblée, mais renforça non pas moins sa conviction profonde que la Révolution ne pouvait se contenter d'abolir les privilèges sociaux. Après, vous savez, cette fameuse nuit du 4 août 1789, non. Pour ce député, la Révolution devait aussi s'attaquer aux privilèges territoriaux, aux provinces elles-mêmes, ces survivances d'un passé féodal qui morcelle la souveraineté nationale. Et c'est ainsi que la question de l'organisation du royaume devint l'un des débats les plus brûlants de l'Assemblée. Car derrière ce qui pourrait s'apparenter à une discussion technique se cache en réalité une interrogation vertigineuse. Qu'est-ce que la France ? Une addition de provinces historiques ou une nation de citoyens égaux ? C'est l'avenir du royaume qui devait se jouer ici et maintenant. Dans l'hémicycle, les positions s'affrontèrent avec une intensité rare. Certains députés, souvent issus des anciennes élites provinciales, défendirent bec et ongles les provinces, invoquant le poids de l'histoire, les traditions et les identités locales, redoutant qu'une réforme trop brutale ne déracine les populations et ne rompe des équilibres anciens. D'autres, au contraire, voulurent aller vite, très vite même, parfois au risque de l'abstraction, rêvant d'un découpage presque géométrique, parfaitement égal, où la France serait découpée comme une figure mathématique au nom de la raison pure. Citons la position de Mirabeau, figure flamboyante de la Révolution, qui fit entendre sa voix puissante, à la fois favorable à la réforme et méfiante envers ses excès, rappelant avec son éloquence légendaire que l'on ne gouverne pas seulement des lignes sur une carte, mais des hommes, des habitudes, des attachements, et mettant en garde contre une France réduite à une construction trop théorique, déconnecté du réel. Face à lui, Emmanuel Joseph Sieyès, plus froid, plus conceptuel, défendit avec consistance l'idée que la nation est une construction politique nouvelle, qui devait se libérer des pesanteurs du passé et que seule une organisation territoriale rationnelle permettrait de faire réémerger un véritable peuple de citoyens égaux devant la loi. Et c'est au bout du compte l'idée que défendit le Normand, Tourret à l'Assemblée. Le citoyen ne devait plus se définir par une province, mais par son appartenance à la nation. Entre ces pôles, Jacques-Guillaume Tourret s'est peu à peu imposé comme une figure d'équilibre, refusant aussi bien l'immobilisme nostalgique que l'abstraction excessive, en proposant une solution qui se voulait à la fois rationnelle, pratique et profondément politique, l'instauration des départements de France. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Avec méthode, diplomatie mais non pas moins fermeté, Tourret s'est évertué à rassembler une majorité.
Dans de longs rapports, prononcés avec calme, mais avec non pas moins de ferveur, Touré explique que le territoire doit être pensé comme un instrument de justice et non comme un héritage sacralisé, que chaque citoyen devait pouvoir accéder facilement à l'administration, à la justice, à la représentation politique, sans être pénalisé par la distance ou par des frontières héritées du hasard de l'histoire. Il a insisté sur des critères concrets, presque obsessionnels, la taille des départements, leur accessibilité, la possibilité de rejoindre le chef-lieu en une journée de cheval, la nécessité d'une administration proche, mais égale partout, et surtout le refus absolu des noms historiques, car conserver les noms des provinces reviendrait, selon lui, à maintenir vivantes les anciennes fidélités au détriment de l'unité nationale. Les débats devinrent parfois électriques, car chacun comprenait que cette réforme n'était pas neutre. Elle redistribuait le pouvoir, affaiblissait les anciennes élites locales, renforçait l'État central et transformait profondément la manière dont les Français se percevaient eux-mêmes. Mirabeau tempéra, avertit, nuança, mais finit par reconnaître la solidité du projet présenté par Touré, tandis que d'autres députés, d'abord hostiles, se rallièrent progressivement à l'idée que la Révolution ne pouvait réussir sans une refonte complète du territoire. Je cite un extrait de la déclaration de notre Normand. « Je sais bien qu'on paraît craindre qu'en ce moment où les hommes sont, contre malgré eux, entraînés vers leurs anciennes liaisons, parce que le gouvernement, dit-on, n'a pas la force de les rallier à lui, on ne risqua à augmenter la confusion en voulant rompre avec les unités provinciales. Ne désespérons pas que le jour viendra où l'esprit national étant mieux formé, tous les Français réunis en une seule famille, n'ayant qu'une seule loi et un seul mode de gouvernement, abjureront tous les préjugés de l'esprit de corporation particulière et locale. La Constitution doit prévoir, provoquer et faciliter ce bon mouvement qui rendra la nation française la première et la plus heureuse du monde. » Où vous voyez toute la verve de notre Normand défendant son texte. Finalement, dans un climat de tension mêlée d'urgence, alors que la Révolution avançait à grands pas et que la France semblait suspendue au bord du gouffre, l'Assemblée adopta le décret le 22 décembre 1789, bientôt complété en janvier 1790 par un acte de disparition des provinces et la création de 83 départements imposant une nouvelle géographie politique fondée sur l'égalité, la clarté et la raison. Ce choix, qui paraît aujourd'hui presque naturel, fut en réalité un acte d'une audace immense, car il brisait des cadres mentaux vieux de plusieurs siècles et redéfinissait en profondeur le lien entre le citoyen, le territoire et l'État. Pourtant, malgré un tel accomplissement, la destinée fut cruelle pour Touré. La Révolution s'est enfoncée peu à peu dans la radicalisation et les hommes de compromis, de droit, de nuances comme Touré devinrent suspects dans un climat exigeant des preuves de ferveur toujours plus absolues envers la Révolution. Les députés siégeant sur les bancs dits de la montagne, tels que Marat, Danton, Robespierre, enfoncèrent la lutte politique avec l'appui des Parisiens dans un contexte de danger vital pour le pays. Et les Girondins, dont Touré fit partie, plus modérés, défenseurs de liberté, tentant de limiter le pouvoir de Paris, furent accusés de trahir la Révolution française. C'est ce qui a conduit, vous savez, sous la pression populaire et de la garde nationale parisienne, la Convention à faire arrêter une trentaine de députés girondins les 2 et 3 juin 1793, accusés de complot contre la République. Il en fut de même pour Jacques-Guillaume Touré, exécuté en 1794 à l'âge de 48 ans. Victime d'une révolution qu'il avait servie avec loyauté, mais qu'il voulait contenir par la loi, laissant derrière lui une œuvre immense et silencieuse, inscrite non dans les mémoires spectaculaires certes, mais dans la structure même de la France contemporaine. Car aujourd'hui encore, chaque département, chaque chef-lieu, chaque frontière administrative porte la trace de ce Normand discret
qui crut jusqu'au bout que la raison pouvait survivre à la tempête et que l'on pouvait refonder une nation non par la violence, mais par la force patiente des idées. Nous pourrons résumer sa vie ainsi. Sans jamais lever une arme, Jacques-Guillaume Tourret a pourtant bouleversé la carte de France. En quelques décrets, il efface des provinces millénaires et impose une nouvelle manière de penser le territoire, l'égalité et la nation. Vous pouvez, si vous vous rendez à Rouen lors d'un séjour, une visite quelconque, voir son buste, non loin du Gros Horloge dans la rue Tourret. C'est l'un des derniers hommages que la France lui rend actuellement. Et désormais, chers auditeurs, vous saurez.